Il a acheté un centre commercial de 500 millions d'euros juste pour posséder la vendeuse. Elle s'est vendue pour sauver sa sœur, mais le contrat a une règle sadique. Il a juré de ne jamais la toucher jusqu'au jour où elle le supplierait. Si vous aimez les histoires d'amour interdits et possessifs, laissez déjà votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi ici dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez, car le jeu de séduction a commencé et elle ne sait pas combien de temps elle tiendra sans enfreindre la règle. L'odeur d'ambre était suffocante. Nathalie ajuste son sourire sur son visage comme si elle enfilait un masque et tend le flacon de cristal à la cliente arabe couverte d'or. La femme ne la regarde même pas, se contente de sentir son poignet, de froncer le nez et de passer son chemin, laissant une traînée de dédain dans l'air invisible. C'est ainsi que Nathalie se sentait là, dans les couloirs dorés du Forum des Halles. Un fantôme brésilien perdu entre des vitrines qui coûtaient plus que ce qu'elle gagnerait en 10 vies. L'horloge marquait 16 heures. Il restait encore 5 heures de service, 5 heures à faire semblant de ne pas mourir à l'intérieur. Son téléphone portable vibre dans la poche de son uniforme. Nathalie regarde autour d'elle, s'assure que la gérante n'est pas là et déverrouille l'écran. Le message de sa mère est court, direct, brutal. Isabelle a empiré. Les médecins ont dit que nous avions moins de temps que nous le pensions. Appelle-moi quand tu pourras, le sol semble disparaître. Nathalie ferme les yeux et respire profondément. Une fois, deux, le doux parfum de la boutique semble maintenant être du poison entrant dans ses poumons. Isabelle. 10 ans, cheveux bouclés, rire qui ressemblait à de la musique et un cœur qui défaillait. L'opération coûtait une fortune que Nathalie ne pourrait jamais réunir. Elle avait déjà fait les comptes 1000 fois, même en travaillant double, même en sautant des repas, même en vivant dans cette minuscule chambre partagée avec 3 autres Françaises, aucune mathématique au monde ne pouvait boucler ce budget. Excusez-moi, la voix d'une cliente la sort de son cauchemar. Nathalie range son téléphone portable et recompose son sourire. « Oui, madame, en quoi puis-je vous aider ?» Le reste de l'après-midi passe au ralenti. Les clients entrent et sortent. Nathalie présente des parfums, explique les notes olfactives, sourit jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. À l'intérieur, elle criait. À l'extérieur, personne ne le remarquait jamais. À 60 étages de là, dans un penthouse en verre qui dominait l'horizon de Paris, un homme remarquait. Philippe de Montaigne était immobile devant un mur de moniteurs, 12 écrans, 12 angles différents de la même parfumerie et sur tous la même femme. Il observait Nathalie depuis des semaines. Au début, ce n'était que de la curiosité. Une vendeuse brésilienne qui ne s'inclinait pas devant les clients riches comme les autres, qui ne flattait pas, qui ne suppliait pas pour des commissions. Elle travaillait avec une dignité silencieuse qui l'intriguait. Puis la curiosité s'est transformée en intérêt, et l'intérêt en obsession. Philippe faisait tourner son verre de whisky entre ses doigts. Le liquide reflétait la lumière froide des moniteurs. « Monsieur !» La voix de l'assistant retentit derrière lui. Michel, efficace, discret, loyal jusqu'à la mort. Le rapport que vous avez demandé, Philippe ne se retourne pas, il tend juste la main. Le dossier arrive à ses doigts comme une offrande. Il l'ouvre. Nathalie Dubois, 23 ans, originaire de Marseille, France. Visa de travail temporaire, réside dans le quartier de La Défense, envoie 80% de son salaire à sa famille. Ses yeux parcourent la page. Sœur cadette, Isabelle Dubois, et 10 ans. Diagnostic, cardiopathie congénitale rare, nécessite une chirurgie urgente. Coût estimé, 450 000 €. Famille endettée, traitement menacé d'annulation. Philippe ferme le dossier. Un lent sourire se dessine sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie, c'était le sourire d'un prédateur qui vient de trouver la trace de sa proie. Michel, monsieur, combien coûte le Forum des Halles? L'assistant cligne des yeux. Une fois, deux, il s'était entraîné toute sa vie à ne pas montrer de surprise, mais la question était absurde même pour les standards de Philippe. Le centre commercial entier, monsieur? Non, juste le bloc où se trouve la parfumerie.
Michel consulte sa tablette, environ 500 millions d'euros, mais il n'est pas à vendre. Philippe se retourne finalement. Ses yeux noirs brillent d'une chose que Michel connaissait bien. Détermination, folie calculée, volonté absolue. Tout est à vendre, Michel. Ce n'est qu'une question de prix. Il retourne regarder les moniteurs. Nathalie était en train de servir une famille de touristes. Elle souriait, présentait un parfum, semblait calme, mais Philippe voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait les mains qui tremblaient légèrement. Il voyait les yeux qui se perdaient dans le vide entre un client et un autre. Il voyait une femme portant le monde sur ses épaules tout en faisant semblant de ne pas craquer. La voix de Philippe coupe l'air comme une lame froide. Finale, offrez le double du prix, le triple si nécessaire. Michel déglutit difficilement. Et la vendeuse. Philippe boit la dernière gorgée de whisky. Le verre vide heurte la table avec un son sec. Elle vient avec le paquet. 20h47. Nathalie rangeait les flacons de démonstration quand le son retentit. Un grésillement dans les haut-parleurs. Puis une voix mécanique en arabe, puis en anglais. « Attention, le centre commercial sera fermé immédiatement pour des raisons de sécurité. Tous les clients et employés doivent évacuer par les sorties de secours. Je répète, évacuation immédiate. » Nathalie fronce les sourcils. Fermeture de sécurité en pleine heure de pointe. Autour d'elle, le chaos commence. Les clients courent. Les employés lâchent tout et se dirigent vers les sorties. Les alarmes clignotent en rouge. Nathalie prend son sac et se dirige vers la porte du magasin. Mademoiselle Dubois, un agent de sécurité, lui bloque le passage. Grand, large, visage de pierre. « C'est moi. Veuillez patienter ici. »« Comment ça ? Je dois sortir. L'évacuation ne s'applique pas à vous, mademoiselle. » Nathalie sent son estomac se nouer. Le couloir se vide rapidement. En quelques secondes, elle est la seule personne debout dans cette mer de magasins vides. « Je ne comprends pas pourquoi je dois rester. » L'agent de sécurité ne répond pas. Il touche juste son oreillette et dit quelque chose en arabe. Puis il la regarde avec une expression que Nathalie n'oubliera jamais. « Pitié. Le nouveau propriétaire souhaite une réunion. » Nouveau propriétaire de quoi? L'agent de sécurité lui fait signe de le suivre. « De tout, mademoiselle. » Les talons de Nathalie résonnent sur le sol de marbre, tandis qu'elle marche dans les couloirs vides. Les magasins sont sombres, les haut-parleurs muets. Le silence est si dense qu'elle peut entendre sa propre respiration. Et pour la première fois depuis qu'elle est arrivée à Paris, Nathalie Dubois ne se sent pas invisible, elle se sent traquée. Les couloirs semblent plus longs dans l'obscurité. Nathalie suit l'agent de sécurité en silence, ses talons résonnant contre le marbre comme les battements d'un cœur en panique. Les vitrines des magasins de luxe sont éteintes. Des mannequins l'observent avec des yeux vides. La climatisation murmure comme une respiration fantôme. Le forum des Halles, qui quelques heures plus tôt grouillait de vie, est maintenant un mausolée d'or et de verre. « Où allons-nous » L'agent de sécurité ne répond pas. « J'ai des droits, vous ne pouvez pas me retenir ici contre ma volonté. » Silence. Nathalie regarde derrière elle. Les sorties de secours sont de plus en plus éloignées. Les autres employés sont déjà partis. Elle le voit à travers les vitres des magasins sombres. Personne, aucun client, aucun collègue, juste elle. Pourquoi suis-je la seule à être restée? Rien. La peur commence à lui glisser le long de la colonne vertébrale. Ce n'était pas la peur ordinaire du quotidien, c'était quelque chose de plus primitif, l'instinct d'un animal qui sait qu'il est entré sur le mauvais territoire. Il s'arrête devant un ascenseur privé que Nathalie n'avait jamais vu. Caché derrière un mur miroir, sans bouton visible. L'agent de sécurité passe une carte magnétique et les portes s'ouvrent sans bruit. « Entrez. Je n'entrerai nulle part tant que quelqu'un ne m'aura pas expliqué ce qui se passe. » L'agent de sécurité la regarde finalement. Il n'y a pas de menace dans ses yeux. Il y a quelque chose de pire, indifférence. Mademoiselle peut entrer de son plein gré ou elle peut être portée. Ce sont les seules options. Nathalie déglutit difficilement. Le couloir vide s'étend derrière elle comme une gorge sombre. Même si elle courait, où irait-elle? Les portes sont verrouillées. Des agents de sécurité à chaque sortie. Elle entre. L'ascenseur monte en silence.
Nathalie observe les chiffres changer sur le panneau numérique. Chaque étage est un pas vers l'inconnu. Son estomac se tord. Son esprit s'emballe dans 1000 directions. Une terrible erreur, un piège ou une absurde erreur bureaucratique. Rien n'a de sens. Les portes s'ouvrent au 20e étage. Le couloir est différent de tout ce qu'elle connaissait dans le centre commercial. Des murs en bois sombre, une moquette couleur vin qui étouffe les pas, des œuvres d'art qui semblent appartenir à des musées. L'odeur est différente aussi, cuir, santal, argent. Au bout du couloir, une double porte en chêne massif. L'agent de sécurité frappe 2 fois. Entrez, la voix vient de l'intérieur, grave, calme, habituée à être obéie. La porte s'ouvre et Nathalie voit l'homme qui a acheté son monde. Philippe de Montaigne ne lève pas les yeux quand elle entre. Il est assis derrière une table en acajou, signant des documents avec un stylo en argent. Des piles de papier l'entourent, contrats, actes, sceaux dorés et tampons officiels. Il signe avec la même indifférence que quelqu'un qui remplit une liste de courses. Nathalie reste immobile à l'entrée. Elle ne sait pas si elle doit parler, s'asseoir, exister. L'agent de sécurité ferme la porte derrière elle. Le clic de la serrure résonne comme une sentence. Philippe continue de signer. Les secondes s'étirent, 30, 60. Nathalie sent le poids du silence l'écraser. Il sait qu'elle est là, il sait qu'elle attend et il s'en fiche. Elle est insignifiante. Un article de plus dans l'inventaire. L'orgueil lui brûle la poitrine. Nathalie déteste être ignorée. Elle déteste encore plus être traitée comme un meuble. « Excusez-moi ». Philippe ne répond pas. Il tourne une page, signe « J'ai dit excusez-moi ». J'ai entendu. Sa voix est grave, contrôlée, sans hâte. « Alors, pourquoi ne répondez-vous pas ?»« Parce que je n'ai pas encore terminé. » Il signe un autre document, ferme le dossier. Ce n'est qu'alors qu'il lève les yeux. L'impact est physique. Nathalie sent son regard comme un toucher. Comme si des mains invisibles avaient parcouru son visage, son cou, son corps entier. Ses yeux sont noirs, froids, calculateurs, des yeux de prédateur évaluant une proie. Asseyez-vous. Ce n'est pas une invitation. Je préfère rester debout. Quelque chose scintille dans ses yeux, surprise, intérêt. Cela disparaît avant que Nathalie ne puisse l'identifier. Comme vous voulez. Philippe se penche en arrière dans sa chaise. Ses longs doigts s'entrelacent sur la table. Il l'étudie avec une attention déconcertante. Chaque détail, chaque centimètre. Nathalie sent sa peau brûler. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je suis ici ?»« Je peux. Alors expliquez. » Ce n'est pas une question. Le coin de sa bouche se courbe. « Et oui, je peux. Si je vais expliquer ou non est une autre question. » Nathalie serre les poings. La colère commence à prendre le dessus sur la peur. Qui cet homme pensait-il être? J'ai des droits. Je suis citoyenne française. J'ai un permis de travail valide. Vous ne pouvez pas me retenir ici contre ma volonté. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Mademoiselle parle de droit. Philippe se lève. Nathalie sent son corps entier se contracter. C'est comme voir une bête se réveiller. Ses mouvements sont lents, délibérés, mais ils portent une énergie contenue qui promet une explosion. Le costume sombre moulait des épaules larges, mais les droits sont comme des contrats. Ils ne valent quelque chose que lorsque quelqu'un est prêt à les honorer. Il contourne la table lentement, sans hâte, chaque pas mesuré. Et en ce moment, Mademoiselle Dubois, la seule personne dans cette pièce ayant le pouvoir d'honorer ou d'ignorer quoi que ce soit, c'est moi. Nathalie recule d'un pas, par instinct. Comment savez-vous mon nom? Je sais beaucoup de choses. Ce n'est pas une réponse, c'est la seule que vous recevrez pour l'instant. Il s'arrête à 3 mètres d'elle. La distance est calculée, assez près pour intimider, assez loin pour ne pas ressembler à une menace physique directe. Un jeu. Tout est un jeu pour lui. Le centre commercial a été évacué, dit Nathalie. Les autres employés sont partis. Pourquoi suis-je la seule à être restée? Philippe incline la tête. Son regard descend sur son visage, s'arrête sur ses lèvres. Remonte, parce que les autres ne m'intéressent pas? Le cœur de Nathalie s'emballe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie exactement ce que j'ai dit. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je ne vous connais pas. Pourquoi vous intéresserais-je? Philippe ne répond pas. Au lieu de cela, il marche jusqu'à la fenêtre.
Paris brillait en contrebas, une mer de tours de verre et de lumière dorée. Savez-vous ce qui s'est passé à 7h12 ce matin, mademoiselle Dubois? Nathalie ne répond pas. J'ai acheté ce complexe immobilier. Le centre commercial, les bureaux, les parkings souterrains, chaque magasin, chaque vitrine, chaque centimètre carré. Elle cligne des yeux. Vous avez acheté le centre commercial pour 530 millions d'euros. Le chiffre est si absurde que cela ressemble à une blague. Mais sa voix n'a pas d'humour. Elle n'a rien d'autre que des faits. C'est impossible. Clairement non. Il se retourne. Ses yeux la retrouvent. L'acte de propriété est sur cette table, signé, enregistré, légal. Pourquoi quelqu'un achèterait-il un centre commercial entier en une matinée? C'est une bonne question. Et quelle est la réponse? Philippe marche de nouveau vers elle. Cette fois, il ne s'arrête pas à 3 mètres, il s'arrête à 2, puis à 1. La distance se réduit comme un piège qui se referme. Nathalie ne recule pas cette fois. Si elle montrait plus de peur, il gagnerait. Il s'arrête trop près. Son parfum l'atteint. Santal, ambre, quelque chose de sombre et indéchiffrable. La chaleur de son corps traverse l'espace entre eux. Ses yeux noirs l'emprisonnent comme des chaînes. La réponse, dit-il doucement, est quelque chose que mademoiselle découvrira très bientôt. C'est une menace? C'est un fait. Nathalie sent chaque nerf de son corps en alerte. L'instinct lui crie de courir. La raison sait qu'il n'y a nulle part où aller. Je veux partir, j'en suis sûr. Alors laissez-moi sortir. Philippe incline la tête. Pendant un instant, son regard s'adoucit. Il semble presque curieux, comme un scientifique observant une espèce rare. Demain, dit-il finalement. Quoi, demain? Mademoiselle pourra partir après que nous ayons discuté correctement. Et d'ici là, mademoiselle est mon invitée. Le mot « invitée » sonne comme un mensonge. Nathalie sait ce qu'elle est vraiment, une prisonnière. Et si je refuse? Ses yeux s'assombrissent. Le quasi-sourire disparaît. Je ne le conseille pas. Le silence qui suit est assourdissant. Nathalie sent le poids de son regard, l'écrasant, l'évaluant, la dévorant sans un seul toucher. Alors, Philippe s'éloigne. Michel va vous conduire à la chambre d'amis. Reposez-vous, la nuit va être longue. Il retourne à la table, s'assied, ouvre un autre dossier de documents, et ainsi, aussi vite que cela a commencé, son attention se détourne. Nathalie redevient invisible, mais cette fois, l'invisibilité n'est pas un refuge, c'est une menace. La porte s'ouvre derrière elle. L'agent de sécurité vous attend ici, mademoiselle. Nathalie regarde Philippe une dernière fois. Il ne lève pas les yeux. Ses doigts tiennent le stylo. Son esprit est déjà ailleurs. Qui est cet homme? Les questions brûlent tandis qu'elle suit le couloir. Elle n'a pas de réponse, pas d'issue. Elle n'a que la certitude glaciale que sa vie vient de changer et la peur suffocante de découvrir comment. Nathalie ne dort pas. La chambre d'amis est plus grande que son appartement entier. Lit king size avec des draps de soie, salle de bain en marbre, vue sur le skyline de Paris, une prison 5 étoiles. Elle passe la nuit assise au bord du lit, les yeux fixés sur la porte, attendant, craignant, son esprit s'emballant dans des cercles qui ne mènent nulle part. Qui est cet homme? Que veut-il? Car à 7h du matin, on frappe à la porte. Monsieur de Montaigne l'attend pour le café. Nathalie ne répond pas. Mademoiselle Dubois, j'ai entendu. Elle se lève. Elle n'a pas changé de vêtements. Elle ne s'est pas couchée. L'uniforme de la parfumerie est froissé, ses cheveux attachés en un chignon lâche qui se défait peu à peu. Peu importe si cet homme voulait l'intimider, elle ne faciliterait pas les choses. Le bureau est différent à la lumière du jour. Le soleil entre par les fenêtres en verre, transformant Paris en une mer d'or et de cristal. Philippe est assis au même endroit que la nuit précédente, même costume sombre, même posture royale, mais il y a quelque chose de différent dans ses yeux. Attente. Vous avez dormi? Je n'ai pas mangé. Vous n'auriez pas dû. La journée va être longue. Nathalie s'arrête au centre de la pièce. Elle ne s'assied pas. Je veux partir. Bonjour à vous aussi, mademoiselle. J'ai dit que je voulais partir. Philippe lève une tasse de café, boit une gorgée. Son calme est une provocation calculée. Asseyez-vous. Nous allons discuter comme des personnes civilisées.
Il n'y a rien de civilisé à me retenir ici contre ma volonté. Mademoiselle n'est pas retenue. La porte est ouverte. Nathalie regarde derrière elle. C'est vrai. La porte du bureau est entr'ouverte, le couloir vide. Alors je peux partir, vous pouvez essayer. La menace voilée plane dans l'air. Nathalie sent un frisson. Que voulez-vous de moi? J'ai déjà dit. Discuter. Nous avons discuté hier soir. Non, hier, je vous ai informé. Aujourd'hui, nous allons négocier. Nathalie croise les bras. Je n'ai rien à négocier. Je suis une vendeuse. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de relation. Je n'ai rien qui puisse intéresser quelqu'un comme vous. Philippe pose la tasse. Le son de la porcelaine contre la soucoupe est comme un coup de feu dans le silence. Mademoiselle sous-estime sa propre valeur et vous surestimez votre droit de me retenir ici. Droit? Quelque chose brille dans ses yeux. Mademoiselle veut parler de droit. Il se lève. Nathalie sent son corps entier se contracter. C'est comme voir une bête se réveiller. Ses mouvements sont lents, délibérés, mais ils portent une énergie contenue qui promet une explosion. Je n'ai pas de droit sur mademoiselle Nathalie. J'ai la propriété. C'est insensé, c'est légal. Il contourne la table. Chaque pas raccourcit la distance entre eux. Quand j'ai acheté ce complexe immobilier, je n'ai pas seulement acheté des murs et du verre. J'ai acheté des contrats, des accords, des liens. Cela n'inclut pas les personnes. Cela inclut les employés. Nathalie recule d'un pas. Je démissionne. Philippe s'arrête. Pardon? Je démissionne maintenant de la parfumerie, du centre commercial, de tout lien qui existe entre moi et cet endroit. Elle lève le menton. Sa voix sort plus ferme qu'elle ne l'espérait. Vous ne pouvez pas m'obliger à travailler pour vous. Le silence dure 3 secondes. Puis, Philippe fait quelque chose d'inattendu. Il sourit. Ce n'est pas un sourire de joie. C'est le sourire de quelqu'un qui vient de voir son adversaire tomber dans un piège. Mademoiselle est plus intéressante que je ne l'imaginais. Je ne veux pas être intéressante. Je veux partir. Très bien. Il croise les bras. Parlons de votre démission. Nathalie attend. Son sourire ne faiblit pas. Le contrat de travail que mademoiselle a signé avec la parfumerie inclut une clause d'exclusivité territoriale. Pendant la durée du contrat, mademoiselle ne peut travailler pour aucun concurrent dans le secteur des cosmétiques ou de la parfumerie dans toute la région Île-de-France. D'accord, je travaillerai dans un autre domaine. Et les 500 000 €, le chiffre frappe Nathalie comme un coup de poing. C'est impossible. J'ai signé un simple contrat de vendeuse. Vous avez signé. Philippe fait un pas de plus. Mais les contrats peuvent être modifiés en cas de changement de propriétaire. Vous avez falsifié mon contrat, je l'ai amélioré. C'est illégal, c'est créatif. La distance entre eux diminue. Nathalie sent son dos se rapprocher du mur. J'irai à la police, allez-y. J'irai au consulat de France, vous pouvez aussi y aller. Je raconterai tout. Toute cette folie, que vous avez acheté un centre commercial entier pour me piéger. Philippe s'arrête à moins d'1 mètre d'elle, son parfum latin. Santal, cuir, quelque chose qui sent le danger. Et que raconterez-vous exactement, Nathalie? Sa voix est basse, maintenant intime, comme s'il partageait un secret. Qu'un homme d'affaires a acheté un bien commercial et a offert un contrat de travail à une employée. Où est le crime? Le crime est de me retenir ici, contre ma volonté. Mademoiselle est libre de partir. La porte est ouverte. Nathalie regarde la porte. Vers lui, vers la porte à nouveau. Alors j'y vais. Elle se retourne et marche vers la sortie. 3 pas, 4. Sa main atteint la poignée. Vraiment? Sa voix la fige. Allez-vous partir d'ici et retourner dans votre petite chambre à la Défense? Continuez à travailler 12 heures par jour, envoyant chaque centime à Marseille pendant que votre famille s'enfonce dans les dettes? Nathalie ne se retourne pas. Comment savez-vous où j'habite? Je sais tout sur mademoiselle. Ses pas se rapprochent. Nathalie sent la chaleur de son corps avant de l'entendre s'arrêter derrière elle. Je sais que mademoiselle partage un appartement de 40 mètres carrés avec 3 autres Françaises. Je sais que vous ne mangez qu'un repas par jour pour économiser. Je sais qu'au cours des 6 derniers mois, vous avez envoyé 80% de votre salaire à Marseille. Le cœur de Nathalie bat si fort qu'elle peut l'entendre. Arrêtez de parler. Ça,
Je sais que votre mère travaille comme femme de ménage et que votre père a abandonné la famille quand mademoiselle avait 12 ans. Arrêtez. Et je sais pour Isabelle. Le nom de sa sœur dans sa bouche est comme un couteau transperçant sa poitrine. Nathalie se retourne. Philippe est trop près, si près qu'elle doit lever le visage pour le regarder. Son corps bloque la porte. Un mur de muscles et d'autorité. Ne prononcez pas son nom. Isabelle Dubois, 10 ans. Cardiopathie congénitale. Ses yeux noirs ne clignent pas. Diagnostic posé à 7 ans. Traitement palliatif depuis lors. Mais le cœur défaillit. Nathalie sent ses yeux brûler. Elle ne pleurerait pas. Pas devant lui. Comment savez-vous cela? Elle a besoin d'une opération. Philippe ignore la question. Procédure expérimentale. Peu d'hôpitaux dans le monde la pratiquent. Le coût estimé est de 450 000 €. Chaque mot est une torture. À l'hôpital. Sans paiement, le traitement est suspendu. Et sans traitement, taisez-vous. La voix de Nathalie sort déchirée, brisée. Philippe incline la tête, étudie son visage avec une attention qui la fait se sentir nue. Combien de temps lui reste-t-il, Nathalie? 1 mois, 2, j'ai dit de vous taire. Elle essaie de le pousser. Ses mains frappent sa poitrine comme un mur de béton. Il ne bouge pas d'1 centimètre. Laissez-moi sortir. Ne me laissez pas sortir. Nathalie essaie de passer par sa gauche. Philippe bloque par la droite. Bloquée de nouveau, elle est acculée entre son corps et la porte. Écartez-vous. Pas avant que mademoiselle ne m'écoute. Je ne veux rien entendre, si vous voulez. Il s'approche davantage. Son corps presse le bois de la porte. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle sent sa respiration, la chaleur de sa peau. Philippe incline la tête. Son nez effleure ses cheveux. Elle l'entend inhaler profondément, comme s'il absorbait son essence. « Jasmin », murmure-t-il, « et vanille ». Nathalie tremble de peur, de colère, de quelque chose d'autre qu'elle ne veut pas nommer. Mademoiselle n'utilise pas les parfums du magasin où elle travaille. Elle utilise quelque chose qu'elle achète probablement en pharmacie. Et pourtant, une autre inhalation. Sa poitrine touche presque la sienne. C'est l'odeur la plus enivrante que j'ai jamais sentie. J'ai dit de vous éloigner. Philippe s'éloigne. 1 pas, 2. Mais ses yeux continuent de la dévorer. Mademoiselle veut savoir pourquoi j'ai acheté ce centre commercial. Nathalie ne répond pas. Sa respiration est incontrôlable. Parce que quand je veux quelque chose, je l'achète. C'est aussi simple que ça. Il hausse les épaules, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Et quand j'achète une boîte à bijoux, Nathalie, le diamant vient avec. L'air disparaît du bureau. Je ne suis pas un bijou, non. Ses yeux la parcourent des pieds à la tête sans hâte. Vous êtes le diamant. Nathalie ressent de la nausée, de la colère. Elle sent le monde s'effondrer autour d'elle. Vous êtes malade? Peut-être. Cela ne fonctionnera pas. Je ne serai pas votre chose, votre propriété. Je pars et je ne reverrai plus jamais votre visage. Vraiment? Il marche jusqu'à la table, prend un dossier bleu que Nathalie n'avait pas remarqué, fin, avec le logo d'un hôpital sur la couverture. Son cœur s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Philippe ouvre le dossier, feuillette les pages avec un calme obscène. Rapport médical d'Isabelle Dubois. Historique complet, pronostic, coût du traitement. Il lève les yeux, brandit une lettre de l'hôpital informant que sans le paiement d'un acompte dans les 48 heures, le traitement sera définitivement annulé. Nathalie sent ses jambes flancher. Non, mademoiselle peut partir, Nathalie. Maintenant même, personne ne l'arrêtera. Il ferme le dossier, le pose sur la table. Mais avant de partir, demandez-vous. Combien vaut la vie de votre sœur? Le silence qui suit est assourdissant. Nathalie regarde le dossier, la porte ouverte, l'homme qui vient de l'acculer dans un piège sans issue. La question sort dans un murmure. Philippe sourit, le sourire du prédateur qui a finalement capturé sa proie. Il s'assied, reprend sa tasse de café comme si rien ne s'était passé. Je suggère que vous lisiez attentivement. Et si je refuse? Il boit une gorgée. Vous ne refuserez pas. Nathalie veut crier, veut se jeter sur lui, veut détruire ce bureau pièce par pièce. Mais l'image d'Isabelle envahit son esprit. Le sourire faible, les yeux fatigués, la petite main tenant la sienne lors du dernier appel vidéo. « Quand reviens-tu, Nati? Tu me manques.
Les larmes viennent, Nathalie ne peut les retenir. Philippe ne dit rien, il observe juste, comme un scientifique étudiant une réaction chimique. Vous pouvez partir, mademoiselle Dubois. Reposez-vous, demain nous aurons beaucoup à discuter. Nathalie ouvre la porte, ses jambes tremblent, sa vision est floue. Avant de sortir, elle se retourne une dernière fois. Vous êtes un monstre. Philippe lève sa tasse dans un toast silencieux. Peut-être, mais je suis le monstre qui peut sauver votre sœur. La porte se ferme. Nathalie s'appuie contre le mur du couloir et laisse les larmes couler. Le lendemain arrive trop tôt. Nathalie est assise sur le même bord de lit, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle n'a pas dormi, elle n'a pas mangé. L'uniforme de la parfumerie lui colle encore au corps comme une seconde peau. Le dernier souvenir de qui elle était avant d'entrer dans ce cauchemar. À 8 heures précises, la porte s'ouvre. Ce n'est pas l'agent de sécurité cette fois-ci. C'est une femme arabe, le visage couvert, les yeux baissés. Elle porte un plateau avec du café et des fruits. Monsieur l'attend dans 30 minutes. Nathalie ne touche pas à la nourriture. Le bureau semble plus petit à la lumière du matin. Ou peut-être est-ce elle qui semble plus petite, recroquevillée, vaincue avant même de commencer le combat. Philippe est debout près de la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Il porte un autre costume, gris foncé, coupe impeccable. Les cheveux noirs peignés en arrière avec une précision militaire. Il ne se retourne pas quand elle entre. « Vous avez dormi ?»« Je n'ai pas mangé. »« Vous n'auriez pas dû. La journée va être longue. » Nathalie s'arrête au centre de la pièce. Ses jambes tremblent, mais elle refuse de s'asseoir. S'asseoir, c'est accepter, c'est se soumettre. Je suis venu écouter votre proposition. Philippe se retourne finalement. Ses yeux la parcourent en une seconde. L'uniforme froissé, le visage gonflé, la posture tendue. Il ne montre rien. Directement au but. J'aime ça. Il marche jusqu'à la table. Au centre, il y a 2 dossiers, un bleu, celui du médecin qu'elle connaît déjà, un noir, nouveau, épais, avec un sceau doré. Philippe s'assied, fait un geste vers la chaise en face. « Asseyez-vous, Nathalie. Cette conversation exige que nous soyons au même niveau. Je doute que nous soyons un jour au même niveau. » C'est vrai. Le coin de sa bouche se courbe. Mais nous pouvons faire semblant pendant quelques minutes. Nathalie hésite. L'orgueil lui crie de rester debout. L'épuisement l'emporte. Elle s'assied. Philippe ouvre d'abord le dossier bleu. Isabelle Dubois, 10 ans, née à Marseille, Bouches-du-Rhône. Diagnostic de cardiopathie congénitale à 7 ans. Traitement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis lors. Chaque mot est une aiguille. L'opération dont elle a besoin est expérimentale. Seuls 3 hôpitaux dans le monde la réalisent. La Cleveland Clinic aux États-Unis, la Charité en Allemagne et l'hôpital européen Georges Pompidou, ici en France. Nathalie déglutit difficilement. Le coût moyen de la procédure, incluant l'hospitalisation et le suivi post-opératoire, est d'environ 450 000 €. Philippe ferme le dossier. À l'hôpital français. Sans ce paiement, le traitement palliatif est suspendu. Il regarde sa montre. 26 heures. L'estomac de Nathalie se tord. Pourquoi me dites-vous cela? Je sais déjà tout. Vous savez? Philippe incline la tête. Savez-vous qu'hier soir j'ai racheté la dette de votre famille? L'air disparaît de la pièce. Quoi? J'ai transféré 450 000 € sur le compte de l'hôpital à 3 heures du matin. Il ouvre un tiroir et en sort un document. Voici la preuve. Nathalie prend le papier avec des mains tremblantes. Les chiffres dansent devant ses yeux. Date d'hier. Valeur intégrale. Acquitté. Cela signifie que le traitement de votre sœur ne sera pas suspendu. Pour l'instant. La dernière phrase tombe comme une sentence. Pour l'instant. Philippe se penche en arrière dans sa chaise. La dette est maintenant la mienne, Nathalie. Je suis le créancier, et les créanciers ont le pouvoir de réclamer ou de pardonner. Les pièces s'assemblent dans son esprit. Le piège est parfait, complet, sans issue. Vous avez planifié tout cela? Je l'ai planifié depuis le début, depuis le moment où je vous ai vu. Nathalie ressent de la nausée. Quand était-ce? Il y a 2 mois, mademoiselle travaillait.
Une cliente a fait tomber un flacon de parfum par terre. C'était cher. La cliente a blâmé mademoiselle, a crié, a exigé qu'elle soit renvoyée. Il fait une pause. Quelque chose traverse ses yeux. Cela ressemble presque à de l'admiration. Mademoiselle ne s'est pas défendue, n'a pas pleuré, n'a pas imploré. Elle a juste nettoyé le sol, s'est excusée et a continué à travailler comme si rien ne s'était passé. J'avais besoin de mon emploi. Je sais. Philippe incline son corps en avant. Mais il y a quelque chose de plus. Une dignité silencieuse. Une force que la plupart des gens n'ont pas. À ce moment-là, j'ai su. Su quoi? Que mademoiselle serait mienne. La déclaration plane dans l'air comme une fumée empoisonnée. Je ne suis pas un objet. Non, vous êtes bien plus précieuse. Philippe ouvre le dossier noir. À l'intérieur, il y a un document de plusieurs pages. Texte dense, clauses, signatures en blanc. Ceci est le contrat. Nathalie regarde les pages sans vraiment les voir. Quel genre de contrat? Un accord simple et direct. Il tourne le document pour qu'elle puisse lire. Mademoiselle accepte de vivre sous ma tutelle pour une période d'1 an. Pendant ce temps, tous vos besoins seront satisfaits. Logement, nourriture, vêtements, soins médicaux. Et en échange, mademoiselle m'appartient. Le mot appartient écorche la gorge de Nathalie. Appartient comme votre temps est mien, votre présence est mienne. Mademoiselle m'accompagnera partout où j'irai. Dîner, événements, voyages. Il fait une pause, comme une ombre. Et si je refuse? Philippe ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, il prend son téléphone portable et lui montre l'écran. C'est une photo d'Isabelle allongée dans un lit d'hôpital, tube sortant de sa poitrine, yeux fermés. Le cœur de Nathalie se brise. D'où tenez-vous cela? Peu importe. Il range son téléphone portable. Ce qui importe, c'est que si mademoiselle refuse, j'exécute la dette. L'hôpital suspend le traitement et en quelques semaines, il ne termine pas. Il n'en a pas besoin. Les larmes viennent avant que Nathalie ne puisse les retenir. Elles coulent sur son visage en silence. Elle n'a plus la force de les retenir. Pourquoi moi? La voix sort dans un murmure déchiré de toutes les femmes du monde. Pourquoi moi? Parce que mademoiselle est la seule qui ne se vendrait pas pour de l'argent. Nathalie lève les yeux. Les larmes brouillent sa vision, mais elle voit quelque chose sur son visage. Quelque chose qui ressemble presque à de la vulnérabilité. Cela disparaît en une seconde. L'ironie est poétique, n'est-ce pas? Dit-il. La seule femme que je ne pourrais pas acheter est la seule que j'obtiendrai par un achat. C'est malade, c'est désespéré. Il se lève. Mais le désespoir et la maladie vont de pair. Il contourne la table, s'arrête à côté d'elle. Debout, il semble encore plus grand. Une tour de pouvoir et de contrôle projetant son ombre sur elle. Signez le contrat, Nathalie. Sauvez votre sœur. Vivez 1 an de votre vie comme je le déterminerai. Et après mademoiselle sera libre avec la dette acquittée, l'opération payée et un avenir garanti pour Isabelle. Nathalie regarde le document. Les mots dansent. Les clauses ressemblent à des chaînes, chaque ligne une grille de prison. Et si vous ne respectez pas votre part, tout est documenté, des avocats des 2 côtés. Si je ne respecte pas une clause, mademoiselle est libre et le traitement reste garanti. Et si je m'enfuis, mademoiselle ne s'enfuira pas. Comment en êtes-vous si sûr? Philippe se penche. Son visage est à la hauteur du sien. Ses yeux noirs l'emprisonnent, parce que mademoiselle aime sa sœur plus qu'elle n'aime sa propre liberté. Et moi, je compte là-dessus. Nathalie ferme les yeux. Isabelle, 10 ans. Rire qui ressemblait à de la musique, petite main, cœur faible. Quand reviens-tu, Nati? Le choix n'est pas un choix, c'est une reddition. Donnez-moi le stylo. Sa voix sort morte, vide. Philippe ne bouge pas un instant, puis sort lentement un stylo de la poche intérieure de son costume. Argenté, lourd, il coûtait probablement plus d'1 mois de son salaire. Il le tend, ses doigts touchent les siens. Le contact est comme un choc électrique. Sa peau est chaude, mais le toucher est froid. Calculé, possessif. Cela dure juste 1 seconde. Mais Nathalie sent comme s'il avait marqué sa chair au fer. Elle prend le stylo, ouvre le contrat à la dernière page, lit son nom imprimé sur la ligne de signature.
Nathalie Dubois, comme si c'était une autre personne, comme si c'était un fantôme. Elle signe. Le son du stylo contre le papier est le plus fort qu'elle ait jamais entendu. Philippe prend le document, vérifie la signature, le range dans le dossier. À partir de maintenant, dit-il d'une voix basse et définitive, Mademoiselle n'est plus employée, n'est plus vendeuse, n'est plus la femme qu'elle était hier. Il se penche, ses lèvres s'arrêtent à côté de son oreille. Mademoiselle est mienne et va vivre au palais. Nathalie ne répond pas. Elle ne peut pas. Vos effets personnels restent derrière. Tout ce dont vous avez besoin sera fourni. Mes affaires sont du passé. Il s'éloigne et le passé est terminé. Philippe marche jusqu'à la porte, l'ouvre. De l'autre côté, 2 agents de sécurité attendent. Conduisez-la à l'hélicoptère. Le palais est préparé. Nathalie se lève. Ses jambes ne semblent pas les siennes. Son corps ne semble pas le sien. Rien ne semble réel. À la porte, elle s'arrête, regarde derrière elle une dernière fois. Philippe est de nouveau debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, le visage impassible. « Pourquoi moi ?» demande-t-elle de nouveau. La vérité, il ne se retourne pas, c'est parce que mademoiselle m'a fait ressentir quelque chose que je croyais impossible. Quoi? Le silence dure une éternité. La peur, dit-il finalement. La peur de ne jamais avoir mademoiselle. La porte se ferme et Nathalie Dubois, la vendeuse invisible de Paris, disparaît du monde. Le palais est un mensonge de marbre et d'or. Nathalie est conduite par des couloirs interminables, lustres de cristal, tapis persans, murs couverts d'œuvres d'art qui valaient probablement des fortunes. Chaque pas l'amène plus profondément dans le labyrinthe, plus loin du monde réel, plus près de la cage. L'aile où il l'installe se trouve à l'extrémité est. Double porte en bois sculptée, garde postée à chaque coin. Une fenêtre donnant sur des jardins clos, beaux mais encerclés. La chambre est plus grande que l'appartement où elle vivait, à Paris. Lit à baldaquin en soie, salle de bain en marbre blanc, dressing déjà rempli de vêtements qu'elle n'aurait jamais choisis. Robes, bijoux, chaussures à talons. Une poupée a besoin d'un costume. Vos documents, mademoiselle. La voix vient d'une femme arabe au visage couvert, la même qui avait apporté le café ce matin-là. Nathalie la fixe. Mes documents, passeport, visa, carte d'identité, monsieur a ordonné qu'ils soient gardés en lieu sûr. Gardés ou confisqués? La femme ne répond pas, elle tend juste la main. Nathalie pense à résister, à crier, à refuser. Mais pourquoi faire? Le contrat est signé. Le piège est refermé. Elle remet les documents, la femme fait une révérence et sort. Le clic de la serrure résonne comme un coup de feu. Nathalie est seule, piégée. Les heures s'étirent. Elle explore chaque centimètre de la chambre, cherchant une sortie. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. La porte est verrouillée de l'extérieur. Le téléphone sur la table de chevet n'a pas de ligne externe. Son téléphone portable est resté derrière, avec tout le reste de sa vie. Quand le soleil se couche, des servantes entrent avec des plateaux de nourriture, agneaux, riz au safran, fruits que Nathalie ne connaît pas, tout est intact. Elle ne peut pas manger. Son estomac est noué. Elle prend un long bain. L'eau chaude ne réchauffe pas le froid qu'elle ressent à l'intérieur. Elle enfile une des chemises de nuit qu'elle trouve dans le dressing. Soie blanche, décolleté discret. C'est la pièce la plus simple qu'il y ait. Elle s'allonge sur le lit, fixe le plafond, attend le sommeil qui ne vient pas. C'est alors qu'elle entend des pas dans le couloir, lourds, décidés. Ils s'arrêtent devant la porte. Le cœur de Nathalie s'emballe. Un clic, la poignée tourne. La porte s'ouvre. Philippe entre comme quelqu'un qui entre en territoire conquis. Il porte des vêtements différents, maintenant plus décontractés. Pantalon sombre, chemise blanche avec les premiers boutons ouverts, les cheveux encore humides, comme s'il venait aussi de sortir de la douche. Ses yeux la trouvent immédiatement. Nathalie se lève du lit d'un bond. Son cœur bat si fort qu'elle peut l'entendre. Il ne répond pas. Il ferme juste la porte derrière lui. Le clic de la serrure est assourdissant. « Je viens voir comment vous êtes installé. Je suis piégé. C'est ainsi que je suis installé. » Philippe marche dans la chambre lentement, observant les détails comme un propriétaire inspectant un bien immobilier. La chambre est-elle satisfaisante?
C'est une cellule de luxe. Les vêtements vous vont, je n'ai pas demandé de vêtements. Il s'arrête devant la fenêtre. La lumière de la lune dessine des ombres sur son visage. Mademoiselle n'a pas mangé. Nathalie ne répond pas. Vous devrez vous nourrir. Je ne veux pas que vous tombiez malade. Quelle considération! Sa voix dégouline de sarcasme. Le propriétaire se soucie de la santé de sa propriété. Quelque chose scintille dans ses yeux. Irritation, amusement. Impossible de savoir. Mademoiselle a une langue bien pendue. C'est la seule arme qui me reste. Philippe se retourne, commence à marcher vers elle. Nathalie recule. Un pas, deux, son dos heurte le mur. Il n'y a plus nulle part où aller. Il continue de s'approcher. Chaque pas est une menace. Chaque seconde une éternité. Pourquoi tremblez-vous? Sa voix est basse, curieuse. Je ne tremble pas. Si, vous tremblez. Il s'arrête à moins d'1 mètre. Le corps entier. Nathalie sent ses jambes flancher. La peur monte dans sa gorge comme une bile. Son esprit s'emballe avec des images qu'elle ne veut pas voir. Il va réclamer, il va exiger, il va prendre. C'est pour ça que je suis ici. C'est ce que font les hommes comme lui. Éloignez-vous de moi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de vous près de moi. Philippe incline la tête, étudie son visage avec une attention déconcertante. De quoi exactement mademoiselle a-t-elle peur, Nathalie? Elle ne répond pas. Elle ne peut pas. Son cœur bat trop vite, sa respiration est trop courte. Pensez-vous que je vais vous faire du mal? Silence. Pensez-vous que je vais vous prendre de force? Le mot force reste suspendu dans l'air comme du poison. Nathalie ferme les yeux. Les larmes s'échappent avant qu'elle ne puisse les retenir. S'il vous plaît. Sa voix sort dans un murmure brisé. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le silence qui suit dure une éternité. Alors Nathalie entend quelque chose qu'elle n'attend pas. Un soupir long, lourd, elle ouvre les yeux. Le visage de Philippe a changé. Le masque de contrôle s'est fissuré. En dessous, il y a quelque chose qu'elle ne peut nommer. Offense. Mademoiselle pense. Il s'arrête, il respire. Mademoiselle pense vraiment que je la forcerai? Nathalie ne répond pas. La peur lui serrait encore la gorge. Regarde-moi. Elle ne regarda pas. Mélanie, regarde-moi. Sa voix était différente maintenant, moins froide, presque blessée. Elle leva les yeux. Zacharie la fixait avec une intensité qui la fit trembler de nouveau. Mais ce n'était pas le tremblement de la peur. C'était autre chose. « Je suis beaucoup de choses, » dit-il doucement. « Je suis possessif, contrôleur, obsédé au-delà du raisonnable. » Il fit un pas en avant. Mélanie se pressa davantage contre le mur. Sa voix se durcit. « Je ne serai jamais ça. Vous m'avez acheté. J'ai acheté votre temps, votre présence, votre compagnie. Alors quoi? Je suis une poupée décorative. C'est ce que vous préférez être. » Il s'approcha encore. « Mais votre corps, Mélanie, votre corps ne sera mien que le jour où mademoiselle le voudra. » La phrase plana dans l'air. « Je ne le voudrai jamais. Jamais, c'est long. Je vous déteste. Je sais. » Il était trop près maintenant, si près qu'elle sentait la chaleur émanant de sa peau. Le parfum, santal, ambre, quelque chose de sombre, l'enveloppait comme une brume. Zacharie leva la main, Mélanie se recroquevilla, mais le toucher qui vint fut doux. Le dos de ses doigts effleura sa joue, lent, presque délicat, séchant une larme qu'elle n'avait même pas remarquée. C'est la règle, Mélanie, la seule qui compte. Sa voix était maintenant un murmure grave, intime. Je suis le maître de votre temps. Je suis le maître de votre présence. Je suis le maître de chaque seconde que mademoiselle passe dans ce palais. Ses doigts descendirent sur son visage, le long de sa mâchoire. Ils s'arrêtèrent sur son menton. Mais je ne toucherai pas votre corps. Je ne vous prendrai pas. Je n'exigerai rien que mademoiselle ne veuille donner. Mélanie déglutit. Son cœur battait à tout rompre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de prendre ce qui sera offert. Il se pencha. Ses lèvres s'arrêtèrent à côté de son oreille. Son souffle chaud effleura la peau de son cou. « Je ne vous toucherai pas, Mélanie. » Un frisson parcourut son échine. « Pas avant le jour où mademoiselle s'agenouillera devant moi. » Sa voix était de la soie,
et du poison, et me suppliait de le faire. L'air quitta ses poumons. Zacharie s'éloigna. Ses yeux noirs la retinrent un instant de plus. Une éternité comprimée en un instant. Puis il se retourna et se dirigea vers la porte. « Reposez-vous, Mélanie. Demain commence votre nouvelle vie. » La porte s'ouvrit, se referma. Le clic de la serrure résonna dans le silence. Mélanie glissa le long du mur jusqu'au sol. Ses jambes ne la soutenaient plus. Son corps entier tremblait de peur, de soulagement, de quelque chose qu'elle refusait de nommer. Pas avant le jour où mademoiselle s'agenouillera et me supplier. Les mots résonnaient dans son esprit comme une malédiction. Elle aurait dû ressentir seulement du dégoût, seulement de la colère. Mais en serrant ses genoux sur le froid marbre du sol, Mélanie réalisa avec horreur qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de chaud, quelque chose de prohibé, quelque chose qui pulsait au mauvais endroit de son corps, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle menace. Les jours se fondaient les uns dans les autres. Mélanie avait perdu le compte du nombre de levées de soleil qu'elle avait vues à travers les fenêtres scellées. 5, 7... Le temps dans le palais était une créature étrange, trop lent quand elle était seule, trop rapide quand Zacharie apparaissait. La routine s'était installée comme une chaîne invisible. Petit déjeuner servi à 8 heures, baignade à la piscine à 10 heures, seule, toujours seule, dans une zone entourée de hauts murs. Déjeuner à midi, après-midi vide, rempli de livres qu'elle ne pouvait pas lire et de pensées qu'elle ne pouvait pas faire taire. Et le soir, le dîner, toujours avec lui. Le 5e jour, la femme de chambre apporta une tablette avec le café. « Monsieur a demandé à ce qu'on vous la remette. » Mélanie prit l'appareil avec méfiance. L'écran était verrouillé. Seule une icône clignotait, un dossier de vidéo. Elle toucha. Le visage d'Isabelle remplit l'écran. L'air quitta les poumons de Mélanie. Sa sœur était allongée dans un lit d'hôpital, mais différent, et plus propre, plus moderne. Des équipements que Mélanie n'avait jamais vus entouraient le lit. Et Isabelle était réveillée, souriante. « Salut, Mel !» La voix fine sortit des haut-parleurs. « Regarde où je suis. Les médecins ici sont super sympas. Il y a une infirmière qui parle portugais et elle m'a appris à dire merci en arabe. » Mélanie couvrit sa bouche de sa main. « Maman a dit que tu travailles beaucoup et que tu ne peux pas venir me voir, mais tout va bien. Je sais que tu prends soin de moi de loin. » Les larmes vinrent, chaudes, incontrôlables. « L'opération aura lieu la semaine prochaine. Le docteur a dit que j'allais guérir, que mon cœur fonctionnerait bien. » Isabelle fit une pause. Ses yeux bruns brillaient. « Je vais pouvoir courir, Mel. »« Courir pour de vrai, sans me fatiguer ?» Mélanie sanglota. « Je t'aime, d'accord? Reviens vite. » La vidéo se termina. Mélanie resta immobile, la tablette tremblant dans ses mains. L'écran sombre reflétait son visage mouillé de larmes. Isabelle allait bien. L'opération allait avoir lieu. Zacharie avait tenu sa promesse. Elle aurait dû ressentir seulement du soulagement, seulement de la gratitude pour la vie de sa sœur. Mais la gratitude vint mêler de quelque chose de vénéneux, car chaque sourire d'Isabelle, chaque mot d'espoir était une chaîne de plus, liant Mélanie à cet homme. Il avait aussi calculé cela. Le premier dîner fut un désastre. Mélanie descendit les escaliers vêtue d'une robe qu'elle n'avait pas choisie, soie vert foncé, dos nu, fente sur la cuisse. Une femme de chambre avait coiffé ses cheveux, une autre maquillait son visage. Elle se sentait comme une poupée préparée pour une exposition. Zacharie l'attendait dans la salle à manger. Table dressée pour deux. Bougies, fleurs, comme si c'était un rendez-vous romantique et non une prison déguisée. Il se leva quand elle entra. Ses yeux parcoururent la robe, s'attardèrent sur la fente, remontèrent lentement. Magnifique. Je n'ai pas choisi cette tenue. Je sais, c'est moi qui l'ai choisie. C'est malsain, c'est de la préférence. Il tira la chaise pour elle. Asseyez-vous. Mélanie s'assit en silence. La nourriture fut servie par des domestiques invisibles qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes. Elle ne mangea pas.
Il n'insista pas. Le dîner se termina en 20 minutes de silence coupant. Le deuxième dîner fut différent. Mélanie ne parlait toujours pas, mais mangea un peu, juste assez pour qu'il cesse de la fixer comme si elle était un animal de compagnie en grève de la faim. « Vous aimez la littérature ?» La question prit Mélanie par surprise. La littérature, les livres. J'ai vu que vous en aviez pris à la bibliothèque. Elle en avait pris. Elle n'avait pu en lire aucun, mais elle en avait pris. Ce ne sont pas vos affaires. Tout ce qui concerne mademoiselle est mon affaire. Alors lisez dans mes pensées et découvrez. Le coin de sa bouche se courba. Si je pouvais lire dans vos pensées, Mélanie, cette situation serait bien plus simple. Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans la phrase continua de résonner. Si je pouvais, comme s'il était lui aussi perdu. Au quatrième dîner, elle céda, non par volonté, mais par épuisement. Des jours de silence pesaient comme du plomb. Elle avait besoin d'entendre une autre voix que la sienne, répétant des pensées en boucle dans sa tête. « Pourquoi faites-vous ça ?» Zacharie leva les yeux de son assiette. « Ça, quoi? Les dîners, les vêtements, tout ce théâtre ?» Il posa ses couverts, étudia son visage. « Parce que c'est la seule façon de vous avoir. Vous m'avez. J'ai signé le contrat. J'ai votre présence. » Ses yeux s'assombrirent. « Je ne vous ai pas à vous. » Mélanie sentit un frisson. Quelle est la différence? Toute. Il se pencha en arrière sur sa chaise. Un instant, il parut fatigué, plus vieux, presque humain. « Mademoiselle pense que je veux une prisonnière silencieuse assise à ma table tous les soirs? Alors, libérez-moi. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? Les deux. » Il prit son verre de vin, but. « Libérer mademoiselle serait la bonne chose à faire. Mais je ne suis pas un homme juste, Mélanie. Je n'ai jamais prétendu l'être. » Le silence s'étira. Mélanie aurait dû ressentir de la colère, du dégoût. Elle ressentit de la curiosité. Pourquoi moi? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Pour de vrai, pas la réponse répétée, la vérité. Zacharie resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Parce que mademoiselle ne voulait rien de moi. Quoi? J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui veulent quelque chose. De l'argent, du pouvoir, des relations. Il fit tourner le verre entre ses doigts. Tout le monde a un prix. Tout le monde peut être acheté. Et vous? Mademoiselle travaillait 12 heures par jour pour envoyer de l'argent à sa famille. Elle vivait dans une petite chambre sans fenêtre, mangeait une fois par jour. Ses yeux la rencontrèrent. Et jamais, à aucun moment, vous n'avez essayé d'utiliser votre apparence pour obtenir quelque chose de plus facile. Mélanie déglutit. Je ne suis pas naïve. Mademoiselle est belle. Vous auriez pu trouver un homme riche, vous faciliter la vie. Il fit une pause. Mais vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas une vertu, c'est de l'orgueil. C'est exactement ça. Quelque chose traversa son visage. Cela ressemblait presque à de l'admiration. Mademoiselle a trop d'orgueil pour se vendre et moi, j'ai trop d'obsession pour la laisser partir. Le dîner se termina en silence, mais c'était un silence différent. Les nuits suivantes apportèrent plus de conversation. Mélanie découvrit que Zacharie avait étudié à la Sorbonne, qu'il parlait 6 langues, qu'il lisait de la philosophie et de la poésie arabe avant de dormir. Elle découvrit que sa mère était morte quand il avait 12 ans, que son père l'avait élevé d'une main de fer et d'un cœur de glace, qu'il avait appris tôt que l'affection était une monnaie d'échange, jamais un cadeau gratuit. Elle découvrit qu'il était seul, non pas solitaire par circonstance, mais seul par construction, comme s'il avait érigé des murailles si hautes autour de lui que personne ne pouvait les escalader, sauf elle. Elle qui n'avait pas choisi d'être là, qui ne voulait rien de lui, qui le haïssait de chaque fibre de son corps, et peut-être était-ce exactement pour cela qu'il la laissait voir. Au 7e dîner, le contact eut lieu. Mélanie se leva de table et trébucha sur son propre talon. Maudit soulier qu'il choisissait, trop haut, trop fin. La main de Zacharie apparut de nulle part. Ses doigts enveloppèrent son coude. Ferme, chaud, possessif. Attention,
Le mot était simple. Le toucher ne l'était pas. Il la retint plus longtemps que nécessaire. Ses doigts pressaient la peau nue de son bras. La chaleur traversait comme un courant électrique. Mélanie se dégagea. « Je vais bien. »« Je sais que oui. » Mais il ne semblait pas désolé. Ses yeux brillaient d'une chose qu'elle reconnaissait. La faim. Elle se retourna pour partir. Sa main se posa sur son dos, légère, la guidant vers la porte. Le bout de ses doigts effleurait la peau exposée par le décolleté de la robe. Chaque toucher était une question, chaque toucher était une provocation. Mélanie sentit son corps entier réagir. Frisson, chaleur, un battement gênant entre ses jambes. Elle le haïssait pour cela. Elle se haïssait encore plus. À la porte de la chambre, elle se retourna. « Pourquoi faites-vous ça ?»« Ça, quoi ? Les contacts, la proximité. Si vous ne me forcez à rien, pourquoi continuez-vous » Elle ne termina pas. Elle ne savait pas comment. Zacharie la fixa. Ses yeux étaient des abîmes noirs. « Parce que chaque fois que je touche mademoiselle, votre cœur s'emballe, votre peau frissonne, votre respiration se coupe. » Il s'approcha. Sa voix était un murmure. « Et je veux que mademoiselle ressente cela. Je veux que vous y pensiez quand vous serez seule dans le noir. » Mélanie ne pouvait pas respirer. « Je veux que vous vous souveniez de chaque toucher, de chaque regard, de chaque mot. » Il se pencha. Ses lèvres s'arrêtèrent à quelques centimètres de son oreille. « Je veux que mademoiselle brûle, Mélanie. » Lentement, jusqu'au jour où vous n'en pourrez plus. Il s'éloigna. « Bonne nuit. » La porte se referma. Mélanie s'appuya contre le mur. Son cœur martelait, sa peau picotait encore là où il l'avait touchée. Et le pire, c'est qu'il avait raison. Elle allait y penser toute la nuit. L'invitation vint sans préavis. « Habillez-vous pour monter à cheval. » Mélanie leva les yeux du livre qu'elle faisait semblant de lire. Zacharie était debout à la porte de la chambre, vêtu de vêtements différents, pantalon d'équitation, bottes en cuir, chemise blanche, avec les manches retroussées jusqu'au coude. Il semblait presque normal. « Je ne sais pas monter à cheval. »« Vous apprendrez. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre, comme tout ce qui sortait de sa bouche. Mélanie pensa refuser, s'enfermer dans sa chambre, maintenir la guerre silencieuse qu'elle menait depuis des jours. Mais les murs se refermaient. L'air du palais pesait comme du plomb. N'importe quoi, même sa compagnie, était mieux qu'un jour de plus à regarder le plafond. « Donnez-moi 10 minutes. » Les écuries se trouvaient à l'ouest de la propriété principale. Mélanie les aperçut de la voiture, une construction basse en pierre claire, entourée de clôtures blanches et de pâturages verts qui semblaient impossibles au milieu d'une région au climat aride. L'argent achetait même la nature. Le chauffeur s'arrêta. Zacharie descendit le premier et lui tendit la main pour l'aider. Mélanie ignora la main et descendit seule. Le coin de sa bouche se courba, mais il ne dit rien. Les écuries étaient plus grandes à l'intérieur. Des boxes en bois sombre, des chevaux arabes à la robe lustrée. L'odeur de foin et de cuir emplissait l'air. Mélanie n'avait jamais été aussi près d'un cheval. Les créatures étaient énormes, magnifiques, effrayantes. Voici Rachid. Zacharie s'arrêta devant un box où un étalon noir secouait sa crinière. L'animal était magnifique, des muscles définis sous une robe sombre comme du pétrole. « Il est à moi depuis 12 ans. Il est beau, il est dangereux. » Zacharie caressa le museau du cheval. « Mais les plus belles choses le sont, généralement. » Mélanie sentit son regard sur elle. « Pour mademoiselle, j'ai choisi une jument plus docile, Leïla. » Il la guida vers un autre box. La jument était plus petite, couleur sable, avec de grands yeux doux. Elle est douce avec les débutants. Quelle considération! J'ai mes moments. Un employé apparut pour préparer les chevaux, un jeune homme d'origine arabe, au visage sympathique. Il salua Zacharie avec une révérence et commença à sceller Leïla avec des mouvements efficaces. Mélanie observait en silence. Le jeune homme travaillait vite, ajustant les sangles et les étriers avec la pratique de quelqu'un qui faisait cela depuis des années. Quand il eut terminé, il se tourna vers elle. « Bonjour, mademoiselle. » La voix était douce.
le sourire sincère. Mélanie ressentit quelque chose d'étrange. Depuis combien de temps quelqu'un lui souriait-il ainsi, sans arrière-pensée, sans calcul? Oui, je n'ai jamais monté avant. Ne vous inquiétez pas. Le jeune homme s'approcha. Leïla est très calme. Je vais vous aider à monter. Il positionna ses mains pour la soutenir. Mélanie posa son pied dans l'étrier. Voilà. Maintenant, ne poussez votre corps vers le haut. Je tiens. Ses mains touchèrent sa taille pendant 1 seconde, juste le temps nécessaire pour l'aider à monter. Professionnel, respectueux. Mélanie réussit à monter. Maladroite, mais elle monta. Vous voyez? Le jeune homme sourit de nouveau. Vous êtes naturel. Mélanie rit. C'était un petit son, presque oublié. Depuis combien de temps n'avait-elle pas ri? Merci, Denis. Dehors. La voix de Zacharie coupa l'air comme une lame. Le sourire du jeune homme s'éteignit. Mélanie sentit son sang se glacer. Zacharie était immobile à 3 mètres de distance. Son visage était un masque de glace, mais ses yeux brûlaient. Monsieur, j'ai dit dehors. Chaque mot était une pierre. Prenez vos affaires, quittez la propriété maintenant. Le jeune homme pâlit. Monsieur, je ne faisais qu'aider mademoiselle. Vous êtes viré. Mais, monsieur, je travaille ici depuis 4 ans. Ma famille dépend. Vous auriez dû y penser avant. Zacharie ne criait pas, il n'en avait pas besoin. La froideur de sa voix était plus effrayante que n'importe quelle explosion. Sécurité. 2 hommes apparurent de nulle part, grands, silencieux. Escortez cet employé hors de la propriété. Il a 10 minutes pour récupérer ses affaires. Monsieur, s'il vous plaît. Les gardes étaient déjà à côté du jeune homme, leurs mains sur ses épaules, le guidant vers la sortie. Mélanie regarda, horrifiée. « Attendez !» Elle tenta de descendre du cheval. « Attendez !» Zacharie leva la main. « Restez où vous êtes. Vous ne pouvez pas faire ça. Il n'a rien fait. Il a touché ce qui est à moi. » La phrase frappa Mélanie comme une gifle. « Je ne suis pas à vous. » « Si. » Zacharie marcha vers elle. Chaque pas était contrôlé, délibéré. Son visage était toujours de pierre, mais quelque chose se fissurait en dessous, quelque chose de sombre et de dangereux. Il s'arrêta à côté du cheval, prit les rênes, tira. Leïla hennit et fit un pas en avant. Mélanie s'accrocha à la selle. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Il tira de nouveau sur les rênes, plus fort. Le cheval tourna. Mélanie se retrouva face à lui. Les yeux de Zacharie étaient des puits noirs, sans fond. « Descendez, Mélanie. »« Descendre du cheval. Ou quoi? Vous allez me virer aussi ?» Quelque chose traversa son visage. Colère, douleur, impossible de savoir. « Vous avez détruit la vie de cet homme, » dit Mélanie. « Pour rien, pour un sourire, pour m'avoir aidé à monter à cheval. » Il n'avait pas le droit de vous sourire. Tout le monde a le droit de sourire. Pas à vous. Zacharie lâcha les rênes. Ses mains volèrent envers sa taille. Avant que Mélanie ne puisse réagir, il l'arracha de la selle. Le monde tourna. Son dos heurta sa poitrine. Ses bras l'enserraient comme des chaînes de fer. « Lâchez-moi !»« Non, vous êtes fou !»« Oui. » Elle se débattit, poussa, griffa. Il ne bougea pas. C'était comme se battre contre un mur. Personne d'autre que moi n'a le droit de vous toucher. Mélanie. Sa voix était un grognement à son oreille. Personne d'autre que moi n'a le droit de vous faire rire. C'est insensé. C'est la vérité. Il la tourna face à lui. Leurs corps collés, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Vous croyez que je n'ai pas vu? Sa voix était du poison. La façon dont il vous a regardé, la façon dont vous lui avez souri. Non, j'ai été poli, c'est tout. Vous avez ri, Mélanie. Ses yeux étaient des blessures ouvertes. En des semaines avec moi, vous n'avez pas ri une seule fois, et en 30 secondes avec lui. La phrase mourut. Mélanie cessa de lutter. Pour la première fois,
Elle vit au-delà de la colère, au-delà du contrôle, au-delà de tout le masque de pouvoir. Il y avait de la douleur. Une douleur ancienne, profonde, la douleur d'un homme qui n'avait jamais été choisi, qui avait appris que la seule façon d'avoir était d'acheter, qui avait construit un empire entier pour découvrir que les empires ne réchauffent pas les lits vides. Zacharie, non. Il recula, lâcha sa taille. Ne prononcez pas mon nom comme ça. Comme quoi? Comme si vous aviez pitié de moi. Le silence tomba entre eux, lourd, suffocant. Mélanie respira profondément. Vous avez viré cet homme pour rien. Je l'ai viré pour tout. Il avait une famille. Je lui trouverai un autre poste. Zacharie passa la main sur son visage. Soudain, il parut épuisé. Loin d'ici, loin de vous. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas. Vous ne supportez pas quoi? Il la fixa. Ses yeux étaient crus, exposés, comme elle ne les avait jamais vus. Je ne supporte pas de voir un autre homme recevoir ce que je supplie en silence toutes les nuits. La confession plana dans l'air. Mélanie ne savait pas quoi dire, quoi ressentir. L'homme devant elle était un monstre, un tyran, un obsessionnel qui avait acheté sa liberté. Mais il était aussi cela, humain, désespéré, seul. Zacharie s'approcha du cheval, monta d'un mouvement fluide, lui tendit la main. « Venez, je vais vous apprendre à monter. » Mélanie hésita. « Pourquoi devrais-je aller quelque part avec vous après ça? Parce que si vous n'y allez pas, vous passerez le reste de la journée à penser à cette conversation. » Le coin de sa bouche se courba. « Et je préfère que vous pensiez à moi quand je suis près de vous. » Elle aurait dû refuser. Elle aurait dû retourner dans sa chambre. Elle aurait dû nourrir la haine qu'elle ressentait. Mais la haine était différente maintenant, mêlée de quelque chose qu'elle ne voulait pas examiner. Elle prit sa main. Zacharie la tira vers le haut. Mélanie s'assit devant lui, le dos contre sa large poitrine. Ses bras l'enlacèrent pour tenir les rênes. Son cœur s'emballa. « Détendez-vous, » murmura-t-il à son oreille. « Je ne vous laisserai pas tomber. » « Et qui me garantit que je ne vais pas sauter ?» Le cheval commença à marcher. « Je dois rester. Pour Isabelle. Continuez à vous le dire. » Mélanie ne répondit pas car pour la première fois, elle n'était pas sûre que ce soit vrai. Le jardin était la seule liberté qui lui restait. Mélanie le découvrit la 2e semaine. Les gardes la laissaient se promener dans les parterres de roses et les fontaines de marbre sans escorte, tant qu'elle restait à l'intérieur des murs. Un petit luxe, une laisse plus longue. Elle accepta ce qu'elle pouvait obtenir. Cet après-midi-là, le ciel était étrange, jaunâtre. L'air pesait comme une couverture humide. Les oiseaux avaient disparu des arbres. Mélanie ignora les signes. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de quelques minutes loin des murs dorés qui l'étouffaient. Elle marcha jusqu'à la limite la plus éloignée du jardin, où un mur de pierre rencontrait une rangée de palmiers. Là, assise sur un banc de marbre, elle pouvait faire semblant d'être libre, faire semblant d'avoir choisi d'être là, faire semblant que son cœur ne s'accélérait pas chaque fois que Zacharie entrait dans une pièce. Le vent changea sans prévenir. Un instant, une douce brise. L'instant d'après, des rafales violentes qui arrachaient les pétales des rosiers. Mélanie se leva. Le ciel s'était assombri, non pas avec des nuages de pluie, mais avec quelque chose de pire. Un mur de poussière avançait à l'horizon. Elle avait entendu parler des tempêtes de poussière dans les régions arides, des histoires d'autres employés dans les grands magasins, des vies auparavant, comment elles surgissaient de nulle part, comment elles engloutissaient des villes entières, comment elles tuaient ceux qui ne trouvaient pas d'abri à temps. Mais entendre n'était pas la même chose que voir. Le mur de poussière était monstrueux, haut comme un gratte-ciel, large comme l'horizon lui-même. Il avançait, dévorant tout, les arbres, les constructions, le ciel lui-même. Mélanie courut, ses pieds s'enfonçaient dans l'herbe, le vent la poussait comme des mains invisibles. La poussière commença à fouetter sa peau, fine, coupante, implacable. Le palais semblait trop loin. Elle n'y arriverait pas. La tempête l'atteignit, le monde devint chaos, de la poussière partout. Dans les yeux, dans la bouche, dans les poumons.
Mélanie ne pouvait pas voir, ne pouvait pas respirer. Le vent la poussait, la faisait tomber, la traînait. Elle tomba à genoux. Ses mains tentèrent de couvrir son visage. Cela ne servait à rien. La poussière pénétrait par chaque fente, chaque ouverture. La panique s'empara d'elle. « Je vais mourir ici !» La pensée était claire comme du cristal au milieu du chaos. « Je vais mourir à quelques mètres d'une prison dorée. » Alors, des bras l'enlacèrent, forts, fermes. Un corps se pencha sur le sien, bloquant la poussière. Un tissu lourd la couvrit. Un manteau, réalisa-t-elle vaguement. Une odeur de santal traversa l'air dense de poussière. « Je vous tiens !» La voix était la sienne. Mélanie ne pouvait pas répondre. La poussière lui écorchait la gorge. Ses yeux brûlaient. Zacharie la souleva du sol comme si elle ne pesait rien. Un bras sous son dos. Le manteau les enveloppait comme un cocon. Il courut. Mélanie sentait sa poitrine monter et descendre contre son corps. Son cœur battait fort, sa respiration était lourde. Lui aussi luttait contre la tempête, mais il ne s'arrêtait pas, ne la lâchait pas. Une porte s'ouvrit, le bruit du vent diminua. Une autre porte, le silence. Zacharie la déposa au sol avec précaution. « Mélanie, Mélanie, regardez-moi !» Elle tenta d'ouvrir les yeux, la poussière collait à ses paupières. « Je n'y arrive pas, je ne peux pas voir. » « Et tu ne forcez pas, attendez. » Des pas s'éloignèrent, revinrent. Quelque chose d'humide et de chaud toucha son visage. « Restez immobile, je vais nettoyer. » Ses mains étaient étonnamment douces. Le chiffon humide passa sur son front, ses joues, ses paupières closes. Chaque mouvement était lent, prudent, comme si elle était quelque chose de précieux qui pouvait se briser. Mélanie ouvrit les yeux. Zacharie était agenouillé devant elle, le visage couvert de poussière, les cheveux ébouriffés, la chemise déchirée à une épaule. Du sang coulait d'une coupure sur sa tempe. La poussière l'avait coupé, mais ses yeux étaient fixés sur elle. Et ce qu'il y avait en eux n'était pas de la possessivité, ce n'était pas du contrôle, c'était de la peur. Sa voix était rauque. « Ça fait mal quelque part ? Vous arrivez à respirer ? » « Oui, je vais bien. » « Vous êtes sûr ? » « Oui. » Il ferma les yeux, respira profondément. Un instant, il sembla qu'il allait s'effondrer. « Qu'est-ce que vous faisiez dehors, bon sang ?» La colère revint dans sa voix, mais elle était différente. Elle tremblait sur les bords. « Je voulais juste me promener. »« Vous promenez alors qu'une tempête se formait ? Je ne savais pas. Vous auriez pu mourir. » La phrase explosa dans l'air. Zacharie se leva, fit 2 pas, revint. Ses mains passaient dans ses cheveux, dans un geste que Mélanie n'avait jamais vu, du désespoir. « Si je n'avais pas vu par les caméras, si j'avais tardé 1 minute de plus... » Il ne termina pas, il n'en avait pas besoin. Mélanie se leva lentement, ses jambes tremblaient, son corps entier lui faisait mal à cause de la poussière et de la chute. « Zacharie !» Il cessa de marcher, se tourna vers elle. « Vous saignez. » Sa main toucha son visage avant qu'elle ne puisse réfléchir. Ses doigts effleurèrent la coupure sur sa tempe. Le sang tacha sa peau. Zacharie resta immobile. « Ce n'est rien. Il faut nettoyer. »« Ah, ça n'a pas d'importance. »« Si, ça en a. » Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça, pourquoi sa main restait sur son visage, pourquoi son cœur battait si fort. Zacharie la regardait comme si elle était un mirage, quelque chose d'impossible qui pouvait disparaître à tout moment. « Vous avez couru dans la tempête à cause de moi ?» Ce n'était pas une question. « Oui. »« Vous auriez pu vous blesser. »« Oui. »« Pourquoi ?» Le silence dura une éternité. « Parce que je ne peux pas respirer quand je pense qu'il vous arrive quelque chose. » La confession plana entre eux, crue, vraie. Mélanie sentit le sol se dérober. « Zacharie, non !» Il lui tint la main, celle qui était encore sur son visage. « Ne dites rien, pas maintenant. » Mais il ne la lâcha pas. Au lieu de cela, il tourna son visage. Ses lèvres effleurèrent la paume de sa main. Pas un baiser, juste un toucher, léger, révérencieux. L'air quitta les poumons de Mélanie. Zacharie la tira près de lui, non pas avec force, non pas avec contrôle,
mais avec quelque chose qui ressemblait à un besoin. Leurs corps se rencontrèrent, poitrine contre poitrine. Sa chaleur traversant les vêtements sales de poussière. Ses bras l'enlacèrent, non pas comme des chaînes cette fois, mais comme un refuge. Mélanie aurait dû s'éloigner, aurait dû le repousser, aurait dû se souvenir de tout ce qu'il avait fait, mais son corps n'obéissait pas. Ses mains montèrent le long de ses bras, sur ses épaules, s'arrêtèrent sur sa nuque, ses doigts touchèrent ses cheveux humides de sueur. Zacharie frissonna. Mélanie. Son nom dans sa bouche était une supplication. « Je sais, » murmura-t-elle. « Vous savez quoi? Que je devrais vous haïr, mais je ne sais plus ce que je ressens. » Il s'éloigna juste assez pour la regarder dans les yeux. Leurs visages étaient proches, trop proches. Son souffle effleurait ses lèvres. « Je vais vous embrasser maintenant, » dit-il doucement. Le cœur de Mélanie s'arrêta. « Dis non, dis non, dis non !» Sa bouche s'ouvrit, aucun son n'en sortit. Zacharie se pencha, ses lèvres effleurèrent les siennes. Léger, juste un toucher, une question. Et puis une porte s'ouvrit quelque part. Des voix, des pas pressés, des domestiques vérifiant les dégâts de la tempête. Zacharie recula. Le moment se brisa comme du verre. Mélanie relâcha le souffle qu'elle ne savait pas retenir. Son visage brûlait. Son corps entier vibrait d'une chose sans nom. « Monsieur !» Un domestique apparut à la porte. « Monsieur, tout va bien? Mademoiselle va bien? »« Ah, nous allons bien. » La voix de Zacharie était de nouveau contrôlée. Le masque était de retour. « Faites venir un médecin pour examiner mademoiselle Dubois et faites nettoyer cette pièce. »« Oui, monsieur. » Le domestique disparut. Zacharie se tourna vers elle une dernière fois. Ses yeux brûlaient encore de ce qui avait failli se produire. Ce n'est pas fini. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Il sortit. Mélanie resta immobile au centre de la pièce, détruite par la poussière, le cœur toujours battant, les lèvres encore picotantes du quasi-touché. Et pour la première fois depuis son arrivée au palais, la peur n'était plus le sentiment dominant, c'était autre chose. Quelque chose de beaucoup plus dangereux. La robe était noire comme la nuit et coûtait plus d'1 an de son ancien salaire. Mélanie reconnaissait à peine la femme dans le miroir. Cheveux relevés en un chignon élaboré, bijoux de diamants au cou et aux oreilles, maquillage impeccable appliqué par une équipe de 3 personnes, une princesse fabriquée, une poupée de luxe. « Vous êtes prête ?» Zacharie apparut à la porte. Smoking noir, cheveux impeccables. Ses yeux parcoururent son corps de haut en bas. Magnifique. Je me sens déguisée. Vous êtes éblouissante. Ce n'est pas la même chose. Il s'approcha. Sa main se posa à la base de son dos, ce toucher possessif qu'elle apprenait à reconnaître. Ce soir, toute la haute société de la Côte d'Azur va vous connaître. Comme quoi? Votre prisonnière de compagnie comme la femme à mes côtés. Y a-t-il une différence? Ses yeux rencontrèrent les siens dans le miroir. Après ce soir, il y en aura une. La salle de bal du Ritz Paris était un océan d'or et de cristal. D'immenses lustres déversaient leur lumière sur des centaines d'invités vêtus de marques que Mélanie ne connaissait que par les vitrines. Des hommes en smoking et des femmes couvertes de bijoux circulaient comme des poissons exotiques dans un aquarium de luxe, et tous la regardaient. Mélanie sentit les regards dès qu'elle entra, bras dessus, bras dessous avec Zacharie. Curiosité, envie, dédain. Un murmure parcourut la salle comme une vague. Il me regarde. Vraiment? Pourquoi? Parce que personne ne m'a jamais vu accompagner. Sa main serra sa taille. Et parce que vous êtes la plus belle femme de cette salle. Vous êtes partiale. Je suis sincère. Ils avancèrent dans la salle. Des gens s'approchaient pour saluer Zacharie, des hommes d'affaires, des émirs, des diplomates. Tous ignoraient Mélanie après un signe de tête poli. Elle était de nouveau invisible. Sauf que cette fois, l'invisibilité était intentionnelle, une insulte voilée. « Qui est-elle » murmura une femme assez fort pour être entendue. « Sa nouvelle acquisition. » Mélanie fit semblant de ne pas entendre.
j'ai entendu dire que c'était une vendeuse dans un grand magasin. Ne dites pas. Eh bien oui, elle a vite gravi les échelons. Les mots étaient des couteaux. Mélanie sentit chacun d'eux. Zacharie se pencha. Ignorez-les. C'est difficile d'ignorer quand ils parlent de vous comme d'un objet. Ils parlent ainsi de tous ceux qui n'appartiennent pas à leur cercle. Ses yeux balayèrent la salle. Et aucun d'eux ne vaut l'air que vous respirez. Facile à dire quand on est l'un d'eux. Il la fixa. Quelque chose traversa son visage. Je n'ai jamais été l'un d'eux, Mélanie. Je fais juste mieux semblant. 1 heure après le début du bal, Zacharie fut entraîné dans une conversation d'affaires. « Je reviens dans 5 minutes. Ne bougez pas d'ici. » Mélanie acquiesça. Elle resta immobile près d'une colonne, une coupe de champagne qu'elle ne buvait pas à la main. Les 5 minutes devinrent 10, 15. Elle commença à se sentir exposée, comme un animal dans un zoo. « Alors, c'est vous. » La voix vint de derrière. Mélanie se retourna. L'homme était plus âgé, 50 ans peut-être, cheveux gris peignés en arrière, sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Pardon, la vendeuse de parfums. » Il l'examina comme s'il évaluait une marchandise. La fameuse Mélanie Dubois. Mélanie sentit son estomac se nouer. « Nous nous connaissons. »« Non, mais je connais votre histoire. » Son sourire s'élargit. « Tout le monde la connaît. »« Non, mon histoire ? La jeune femme française qui a été achetée avec le grand magasin. » Il s'approcha. Son haleine sentait l'alcool. « Une sacrée histoire, très entreprenante de votre part. » Le sang de Mélanie se glaça. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Il rit. « 500 millions d'euros, c'est ce que Zacharie a payé pour le complexe. Tout ça pour une petite vendeuse de parfums. Vous êtes ivre. Et vous êtes très bien habillé pour quelqu'un qui gagnait le SMIC il y a 2 mois. » Son regard descendit sur son corps, sale, évaluateur. Bien que je comprenne l'attrait, Zacharie a toujours eu bon goût pour les investissements. Mélanie sentit la nausée. « Excusez-moi. » Elle tenta de passer. Il bloqua le chemin. « Quelle est cette hâte ?» La voix était mielleuse. « vous félicite juste pour votre promotion. De vendeuse à escort girl de luxe, c'est un sacré bond. » L'air quitta ses poumons. « Quoi ? Oh, s'il vous plaît. » Il rit de nouveau. « Ne feignez pas l'innocence. Tout le monde sait ce que vous êtes. Le genre de femme qui a appris à réussir en couchant. » Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Ce n'est pas vrai. »« Non. »« Alors, qu'êtes-vous, ma chère ?» Il se pencha. La voix était un murmure cruel. « Une prisonnière, une esclave, ou juste une traînée, qui a su bien évaluer sa marchandise. » Mélanie sentit ses jambes flancher. Les gens autour commençaient à regarder. Des murmures se répandirent. « S'il vous plaît, arrêtez, Rémi. » La voix de Philippe trancha l'air comme une guillotine. L'homme, Rémi, se retourna, le sourire toujours aux lèvres. « Philippe, nous parlions justement de vous. » Philippe ne répondit pas. Isabelle vit son visage et ressentit de la peur, non pas pour elle, mais pour Rémi. Les yeux de Philippe étaient 2 puits d'obscurité absolue, la mâchoire serrée, les muscles du cou tendus comme des cordes d'acier. Il semblait capable de tuer. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» La voix était basse, contrôlée, plus effrayante que n'importe quel cri. Rien de spécial. Rémi haussa les épaules. « Je l'ai juste félicité pour sa nouvelle position. Répétez, Philippe. Soyons adultes ici. Répétez ce que vous lui avez dit. » Le silence tomba sur le salon. Des centaines dit.